Et j'accueille d'abord dans ce studio en direct Hélène Millard-Delacroix. Bonjour madame. Bonjour. Merci de venir à Europe 1 vous enseigner l'histoire et la civilisation de l'Allemagne contemporaine à la Sorbonne. Berlin a donc été frappé en son cœur, un symbole en plus, un marché de Noël. Lundi soir, 20h, un camion fonce dans la foule, 12 morts, des dizaines de blessés, attentat revendiqué par l'organisation État islamique. L'Allemagne qui n'avait jamais encore été frappée par un attentat d'ampleur sur son sol. Hélène Millard-Delacroix, est-ce que cette date marque pour les Allemands la fin d'une certaine insouciance ? Oh, certainement, là, le titre de votre émission est tout à fait juste. C'est arrivé. Il y avait eu déjà un certain nombre d'alertes. C'est pas la première fois qu'il y a eu des attaques d'inspiration de terrorisme islamique. Mais là, c'est arrivé de la façon dont vous le décrivez. Et en effet, beaucoup d'Allemands qui avaient l'impression d'être un peu épargnés, pour des tas de raisons, pouvaient construire des tas d'explications, et qui voyaient chez les voisins, en effet, des attaques très violentes, très très nombreuses, des victimes très nombreuses, et la mise en place de dispositifs très contraignants pour la vie quotidienne, avaient l'impression qu'ils passaient entre les gouttes. Simplement, je pense que c'était un refoulement, parce que il est évident qu'ils allaient être touchés d'une façon ou d'une autre. C'est arrivé cette fois-ci. Simplement, là, ça se met à poser un certain nombre de questions. Un, sur le degré de préparation du pays, et deux, sur les conséquences que ça va avoir en termes d'organisation de la vie publique. Est-ce que l'Allemagne a tardé à prendre conscience de cette menace ? Vous le disiez, il y a eu des indices, des attaques. On se souvient de l'attaque dans un train en Bavière. On se souvient, il y a encore très peu de temps, au début décembre, un enfant de 12 ans a été arrêté alors qu'il devait se faire exploser sur un marché de Noël déjà, donc il y avait ces indices-là. Alors, si vous voulez, je pense qu'il faut distinguer entre les forces de l'ordre, les services de renseignement d'un côté, et la population de l'autre. Les forces de l'ordre, les forces de renseignement sont parfaitement au courant, et notamment parce qu'il y a une très bonne coopération européenne, et il y a en Allemagne, on est capable de décompter, de dénombrer le nombre de personnes dangereuses. Il y a un système similaire à celui des fiches S. Les appellations sont différentes, mais en particulier la mouvance salafiste est particulièrement surveillée. Donc, et on sait qu'un certain nombre d'attentats ont été déjoués. La police est toujours très très discrète sur ces questions-là. Mais pourtant, on parle de ratés, là, y compris des services de renseignement. Alors, le fait qu'on s'y attende, c'est un fait. Après, le fait qu'on ait su surveiller suffisamment bien cette population dangereuse, c'est un autre problème. Et c'est là que la chancelière, hier, a demandé des comptes à son ministre fédéral de l'Intérieur et à son ministre fédéral de la Justice. Simplement, ça complique. Il y a une dimension que les Français ont un peu de mal à comprendre, qui complique les choses en Allemagne, c'est qu'on a affaire à un État fédéral. C'est-à-dire que les affaires de police relèvent des Länder, c'est-à-dire des régions, si vous voulez, qui sont des États qui ont un dispositif propre et qui doivent se coordonner, ce qui complique quand même un peu les choses. Et ce qui est intéressant, si on a un regard un peu historique, c'est de comparer avec ce qui s'était passé dans les années 70, ça nous paraît très très loin, où l'Allemagne avait été confrontée à des épisodes terroristes à l'époque d'origine d'extrême gauche, la fraction armée rouge, la fameuse bande à Bader, et où il y avait eu aussi déjà un certain nombre de ratés avec des enlèvements et des assassinats pour cause de mauvaise coordination entre les polices et les services de c'était déjà posé. Vous disiez, il y a d'un côté les services de renseignement et de l'autre la société allemande. La société allemande, la population qui en effet avait voulu un petit peu fermer les yeux sur le fait qu'on était aussi menacé en Allemagne, avec des explications peut-être qui étaient plus des spéculations, de se dire on est moins en première ligne sur les théâtres des opérations, c'est moins le cas. La question qui va se poser, si vous voulez maintenant, est plus la demande sociale d'une plus grande protection et ce à quoi les gens vont être prêts. C'est-à-dire, est-ce qu'en Allemagne, on va être prêt à accepter un dispositif similaire à celui de la France, d'état d'urgence. Et là, je pense qu'il y a à la fois des grandes ressemblances dans les questions qui se posent, mais aussi des réticences de la part de la population allemande. Et ça va être très intéressant à observer parce que là, vous avez quand même une spécificité allemande qui est, et ça je pense qu'il faut bien le comprendre, que la notion de surveillance et de pénétration des forces de l'ordre avec un œil observateur dans la vie privée des individus est un point extrêmement sensible à cause du passé nazi et à cause de la RDA. Il ne faut pas l'oublier. C'est plus récent encore que les nazis. Il y a 25 ans. Il y a ces deux repoussoirs qui font qu'il y a en Allemagne une très très grande sensibilité au respect de la sphère privée. Et tous ces derniers temps d'ailleurs, il y avait depuis l'Allemagne beaucoup de critiques sur l'état d'urgence en France en considérant que c'était des mesures liberticides. Et d'ailleurs, il y a un sondage cette semaine qui indique que 80% des Allemands disent malgré tout se sentir toujours en sécurité.
et seulement 47% réclament des mesures de sécurité supplémentaires. C'est moins de la majorité. Après un attentat, c'est assez étonnant. C'est moins de la majorité et en même temps, si vous regardez par rapport à il y a 1 ou 2 mois, c'est beaucoup. Et c'est là aussi il faut observer ce qui se passe dans ce pays parce que, comme vous le savez, l'Allemagne était aussi un peu une anomalie positive, entre guillemets, où il n'y avait pas d'extrême droite et progressivement, on a vu apparaître un mouvement nationaliste et populiste d'extrême droite, l'AfD, qui profite de cette situation et c'est ça, je trouve, qui est tout à fait particulier, qui a pour caractéristique de briser des tabous, notamment des tabous dans la terminologie. Ces derniers mois, ce parti d'extrême droite a fait revenir des mots contaminés par le nazisme, comme le mot du peuple et le mot völkisch. Et là, moi, je crains de voir arriver dans le vocabulaire courant un mot qui est absolument tabou en Allemagne, qui est l'idée d'une détention préventive, mais au sens en prévention, c'est-à-dire en enfermant par avance les individus qui pourraient être dangereux. Ce qui se pose également en France dans le débat. Sauf que c'est un mot en allemand qui s'appelle Schutzhaft et c'est un mot que les nazis ont utilisé pour ouvrir les premiers camps de concentration à Dachau pour enfermer les. Mais si on ne va pas aussi loin, ne serait-ce que des militaires armés devant les bâtiments, des fouilles de sacs aux entrées des centres commerciaux comme on a en France, est-ce que les Allemands vont avoir du mal à accepter ça ou est-ce que les choses changent et il y aura un avant et un après de l'attentat de lundi? Alors je peux vous répondre en repartant 10 ans en arrière. Est-ce qu'en France, il y a 10 ans, on aurait pensé trouver entre guillemets presque normal de voir en effet des militaires en armes fortement équipés devant les centres commerciaux? Non, je ne pense pas. Les Allemands vont devoir s'habituer à cette situation et trouver le juste équilibre entre le besoin de protection et de se sentir en sécurité et une modification quand même de l'espace public. Et comme je vous le dis, avec cette caractéristique quand même de souvenirs très très présents encore, transmis dans la culture politique, le moins on voit de forces de l'ordre et de militaires, le mieux on se porte parce que ce sont de mauvais souvenirs. Mais ils vont devoir se résoudre à changer de modèle quelque part. Merci beaucoup. Merci beaucoup Hélène Millard-Delacroix d'être venue ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire à l'université Paris-Sorbonne. Je rappelle aussi le titre de votre livre, L'Allemagne entre rayonnement et revenu, un livre que vous avez co-dirigé aux presses universitaires du Septentrion. Merci beaucoup